La séance est ouverte. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, Messieurs, Mesdames, chers compatriotes, la séance est donc ouverte aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord excuser l'absence de Monsieur le conseiller pour les affaires extérieures, Monsieur Badia, qui bien entendu est lors d'une mission à l'extérieur de la Principauté. Également excuser Monsieur Stener, qui n'est pas là, Monsieur Alavena, Monsieur Zvara et Madame Amorati-Blanc. Et on vient de me le signaler, Monsieur Robillon, qui pour des raisons personnelles assez tristes, n'est pas avec nous ce soir. Je voudrais également saluer la présence et leur souhaiter la bienvenue du Club suisse de Monaco, qui, je crois, d'après mes informations, est l'association, une des associations les plus anciennes. Et donc, vous souhaitez la bienvenue dans cette enceinte de la Haute Assemblée. Et j'espère que nos débats ce soir sur le projet de loi portant réforme de la garde à vue sera à la hauteur de vos attentes. Je vous rappelle que cette séance publique est retransmise en direct sur la chaîne Monaco Info et comme à l'accoutumée, cette séance est également retransmise sur le site internet du Conseil national à votre disposition. Donc, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle la discussion d'un projet de loi. Il s'agit du projet de loi numéro 894 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue. Je demande sans plus attendre à Monsieur le secrétaire général de procéder à la lecture des dispositions générales de l'exposé des motifs. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La loi numéro 1343 du 26 décembre 2007, dite Justice et Liberté, a introduit dans le Code de procédure pénale la garde à vue, articles 60-1 à 60-12, et en a déterminé le régime juridique. La garde à vue consiste pour la police judiciaire à maintenir sous la contrainte à sa disposition pour les nécessités des investigations une personne suspecte, c'est-à-dire, selon l'article 60-2 du Code de procédure pénale, qui s'inspire en cela de l'article 5, paragraphe 1, petit c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, une personne contre qui il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Une infraction, indique la Convention. Elle est par conséquent soumise aux dispositions fondamentales préservant la liberté individuelle, mais aussi à celles garantissant les droits de la personne mise en cause, et en particulier les droits de la défense, consacrés tant par la Constitution monégasque, articles 19 et 20, que par la Convention européenne, articles 5 et 6. Or, c'est au regard précisément d'exigences constitutionnelles similaires et en référence à l'article 6 de la Convention européenne de la législation française relative à la garde à vue, comparable en de très nombreux aspects à celle en vigueur à Monaco, durée de la garde à vue, droit de la défense, a connu tout récemment une profonde remise en cause. Dans ce contexte, les autorités françaises ont été amenées à réagir par l'adoption d'une loi réformant le régime de la garde à vue. Loi numéro 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Nonobstant le fait que les motifs qui sont pour partie à l'origine de la réforme française, accroissement considérable du nombre des gardes à vue, développement de l'enquête au détriment de l'instruction, ne présentent pas un caractère déterminant à Monaco, l'indéniable parenté des législations françaises et monégasques en la matière a conduit le gouvernement princier, en pleine concertation avec la direction des services judiciaires, à souhaiter aussi tirer les conséquences sur le plan juridique de l'évolution ainsi intervenue dans le pays voisin. Or, sur ce terrain juridique, d'autres nécessités sont apparues en réalité tout aussi impérieuses que les dernières décisions dans le domaine de la garde à vue, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel français, pour engager une réforme des règles y afférentes et en premier lieu les contraintes nées du droit européen conventionnel. En effet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme applicable à la garde à vue est venue fixer ces dernières années des orientations importantes concernant le moment d'intervention de l'avocat, la portée de son assistance ainsi que les conditions de son contrôle juridictionnel, impliquant pour la Principauté comme pour d'autres États membres du Conseil de l'Europe de revoir son niveau de protection des droits de l'individu placé en garde à vue tel que prévu dans la législation interne.
En outre, les juridictions monégasques ne sont pas restées à l'écart du mouvement jurisprudentiel européen en la matière et plusieurs décisions sont également intervenues au cours des derniers mois qui ont mis en lumière au plan national les insuffisances du régime actuel de la garde à vue. Ainsi, en engageant la réforme du régime de la garde à vue, le gouvernement princier a entendu satisfaire fondamentalement aux deux objets suivants. D'une part, mettre en adéquation la législation interne avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, et d'autre part, éviter une trop grande divergence entre les régimes français et monégasques. Toutefois, le présent projet de loi ne se contente pas de transposer à Monaco la loi française votée le 14 avril 2011. Des adaptations ont été nécessaires pour mieux atteindre ce double objectif et pour tenir compte de certaines spécificités monégasques. En outre, le gouvernement a souhaité apporter des enrichissements au regard de la loi française. La garde à vue est une mesure indispensable à l'efficacité du travail de la police et au traitement judiciaire des affaires. C'est la raison pour laquelle le suspect, au stade des premières investigations, dont le caractère déterminant justifie qu'elle ne soit pas entravée, ne peut bénéficier de mêmes droits que ceux dont il disposera lors de sa comparution devant la juridiction du jugement. Dès lors, le régime de la garde à vue, à l'instar des autres phases de la procédure pénale, pose la délicate question du juste équilibre, pour reprendre une formule du Conseil constitutionnel français, entre, d'une part, les exigences de la Convention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, d'autre part, la garantie des droits de la défense. C'est précisément à cette question que le présent projet de loi entend apporter une réponse en s'attachant à concilier l'ensemble des exigences en jeu, telles qu'elles résultent des principes conventionnels européens, des solutions retenues par la réforme française et des spécificités monégasques. Tel est l'objet du présent projet de loi. Monsieur le secrétaire général, je vous remercie. Je donne à présent la parole à Madame Sophie Lavagna pour le rapport qu'elle a établi au nom de la Commission de législation. Madame Lavagna, je vous en prie. Alors, le temps qu'on vous amène le pupitre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les conseillers, chers collègues, le 18 décembre 2007, le Conseil national adoptait le projet de loi numéro 848 portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale et qui allait devenir par la suite la loi numéro 1343 du 26 décembre 2007. Avec ce texte, la Principauté de Monaco se dotait pour la première fois d'une législation encadrant la garde à vue, c'est-à-dire la phase procédurale durant laquelle une personne suspectée est tenue à la disposition des officiers de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, pour les nécessités de l'enquête et la recherche de la vérité. Un peu moins de 4 années plus tard, le 24 novembre 2011, le gouvernement princier transmettait au Conseil national le projet de loi numéro 894 qui allait être officiellement déposé sur le bureau du Conseil national lors de la séance publique du 7 décembre 2011. Ce délai de 4 années, somme toute assez bref à l'échelle d'une loi, révèle à quel point la procédure pénale s'est complexifiée par l'influence du droit européen des droits de l'homme qui se doit de concilier les exigences liées aux droits des pays anglo-saxons avec celles des pays de droit romain. La difficulté du législateur à anticiper son évolution n'en est que plus importante. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas propre à la principauté et s'observe très nettement dans le pays voisin. En réalité, la très grande majorité des États européens est concernée. Monaco ne pouvant donc échapper à ce phénomène, au moins pour 2 raisons, par ailleurs rappelées dans l'exposé des motifs. La première a trait à l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, notamment quant au rôle de l'avocat dans la procédure pénale. Sans prétendre à l'exhaustivité, votre rapporteur peut faire ici référence aux arrêts Salduz contre Turquie du 27 novembre 2008 et Dayanan contre Turquie du 13 octobre 2009. Ces 2 arrêts témoignent d'un changement conceptuel important quant au rôle de l'avocat et ses relations avec la personne suspectée. D'un droit à l'avocat
la CEDH s'oriente désormais vers le droit à l'assistance d'un avocat, soulignant ainsi la nécessité pour le prévenu d'avoir accès, je cite, à la vaste gamme d'émissions que peut proposer un avocat. L'arrêt d'Anayan contre Turquie précité est probablement le plus explicite, puisqu'il énumère les diverses fonctions dont l'accusé doit pouvoir bénéficier, en évoquant, je cite, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer. Au rôle de l'avocat s'ajoute la problématique du droit de ne pas participer à sa propre incrimination. Et l'une de ces extensions que l'on retrouve sous diverses formulations, comme le droit de se taire, le droit au silence ou le droit de ne faire aucune déclaration. Bien que ce droit soit intégré aux exigences du procès équitable, depuis l'arrêt Funke contre France du 25 février 1993, la portée qu'il convenait de lui attribuer demeurait encore incertaine. S'il est vrai que ce droit est depuis longtemps intégré en tant que principe fondamental dans les pays anglo-saxons, il n'en va pas de même pour tous les autres. On peut raisonnablement considérer que l'arrêt Brusco contre France du 14 octobre 2010 a joué le rôle de déclencheur en la matière, sans compter la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui, par 3 arrêts du 19 octobre 2010, a fait entrer l'absence de notification du droit de garder le silence dans le domaine des nullités de procédure. La seconde tient à l'évolution du droit français. L'exposé des motifs du projet de loi y fait référence au travers de la convergence entre les législations françaises et monégasques. Or, le droit français de la garde à vue a connu, du moins depuis 2010, un certain nombre de modifications pour le moins significatives. L'offensive est venue tant des juridictions internes que de la CEDH, obligeant le législateur français à réformer sa législation relative à la garde à vue. On remarquera en conséquence que cette évolution a davantage été subie qu'anticipée. Les deux éléments rappelés ci-avant sont complémentaires et illustrent le caractère intrinsèquement évolutif des droits et libertés fondamentaux. Cela peut parfois être déroutant pour le législateur qui craint que ces soubresauts ne viennent à terme et sous couvert de conventionnalité des lois créer un climat d'insécurité juridique. L'applicabilité directe de la Convention européenne des droits de l'homme, l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence, ainsi que les mutations du droit français ont indubitablement des répercussions sur le droit monégasque. En matière de garde à vue, cela a d'ailleurs été très clairement perceptible. Tour à tour, les différentes juridictions monégasques ont eu à connaître de certaines lacunes de la législation monégasque, comme l'assistance effective de l'avocat ou l'absence de notification du droit au silence, bien que, sur ce dernier point, une circulaire interne du procureur général soit venue demander aux officiers de police d'y procéder, ce qu'ils font. La réaction du législateur était aussi attendue qu'impérieuse. Certes, on peut se réjouir du renforcement des libertés et droits fondamentaux dont chacun doit pouvoir bénéficier et qui sont le corollaire indispensable de tout état de droit. Il ne faut cependant pas oublier que la garde à vue, et la procédure pénale en général, est le fruit d'un subtil équilibre entre les droits de la personne suspectée, notamment la présomption d'innocence, et la préservation des troubles à l'ordre public, donc la sécurité. Cette sécurité qui est, est-il besoin de le rappeler, un atout indéniable qui participe à l'attractivité de la principauté. Il ne saurait donc être question de sacrifier l'un au détriment de l'autre. Il ne faut pas non plus négliger le fait que la garde à vue touche à la phase d'enquête et que, si les droits de la défense doivent être préservés, il ne saurait être question d'instaurer une procédure juridictionnelle à ce stade. La lourdeur qui en découlerait serait assurément contre-productive
et, pire encore, risquerait de porter atteinte aux droits des victimes qui, si elles apparaissent peu dans un régime de garde à vue, sont au cœur des préoccupations des autorités de poursuite. C'est dans cet esprit que la commission de législation du Conseil national nouvellement élu s'est saisie de ce dossier. L'objectif étant de parvenir au vote de ce projet de loi dans les meilleurs délais. Tout retard supplémentaire n'était nullement envisageable, ne serait-ce qu'en raison des risques de condamnation qui pèsent sur la principauté de Monaco au titre de la non-conformité de sa législation aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la CEDH. Le Conseil national a, pour ce faire, travaillé en bonne intelligence avec les services juridiques du gouvernement, dont votre rapporteur tient à saluer l'esprit de dialogue et d'écoute. Votre rapporteur pense sincèrement qu'il concrétise de très nombreuses avancées en termes de liberté publique, sans sacrifier l'efficacité de la justice monégasque dans la recherche des infractions. Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, votre rapporteur va désormais présenter les remarques et observations techniques formulées par la Commission. L'article 1er du projet de loi, en modifiant l'article 60-1 du Code de procédure pénale, entend définir les critères permettant à l'officier de police judiciaire de décider du placement en garde à vue. Hors régime spécial, les deux critères fondamentaux correspondent, d'une part, à l'existence de raisons sérieuses de soupçonner la personne d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d'emprisonnement, et, d'autre part, à la nécessité des investigations. Le placement en garde à vue reste une décision dont l'opportunité appartient aux officiers de police judiciaire. En d'autres termes, aucun texte de procédure pénale ne vient imposer le placement en garde à vue. A priori, il est vrai qu'on peut se demander les raisons qui pousseraient un individu à demander son placement en garde à vue, dans la mesure où il se trouvera par la contrainte à la disposition des officiers de police judiciaire. Toutefois, contrairement aux idées reçues, ce placement en garde à vue doit avant tout s'analyser comme une mesure de protection, étant donné que son déclenchement donnera droit à un certain nombre de garanties que n'aurait pas l'audition librement consentie. Aussi, la frontière entre la garde à vue et l'audition libre, de même que le seuil de son déclenchement, constitue-t-il des éléments cruciaux pour la détermination de son régime. C'est donc tout naturellement que la Commission s'est longuement interrogée sur cette problématique en essayant d'identifier les situations dans lesquelles le placement en garde à vue pourrait devenir obligatoire. Deux critères avaient été retenus initialement. La survenance au cours de l'audition de raisons sérieuses de soupçonner que la personne avait commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d'emprisonnement, et l'exercice d'une contrainte antérieurement au placement en garde à vue. S'agissant en premier lieu de la survenance en cours d'audition de raisons sérieuses de soupçonner que la personne avait commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d'emprisonnement. Son introduction a pour but de protéger la personne qui, venue répondre spontanément aux officiers de police judiciaire, verrait son statut évoluer vers celui de suspect. De manière à préserver ses droits et à renforcer le principe de loyauté de la procédure pénale, il est apparu légitime à la Commission d'imposer dans ce cas le placement en garde à vue de manière à ce que les droits y afférents puissent être mis en œuvre, tout particulièrement celui de ne faire aucune déclaration. Proposée au gouvernement lors des échanges relatifs à l'étude de ce projet de loi, la modification a reçu l'assentiment général, ce qui constitue une innovation considérable et qui répond à l'objectif de congruence avec la législation française. En ce qui concerne l'exercice d'une contrainte, la Commission de législation avait pris le parti initialement de considérer que l'exercice d'une quelconque contrainte devait entraîner systématiquement le placement en garde à vue. Cette position prenait essentiellement appui sur la jurisprudence du pays voisin,
notamment celle de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, par exemple dans un arrêt du 10 juin 2008. Il était également question de la position du Conseil constitutionnel, notamment par une décision du 18 juin 2012, pour lequel, je cite, « Une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte. Le maintien à disposition des officiers de police judiciaire par la contrainte constitue donc la ligne de démarcation entre la garde à vue et l'audition libre. Ceci étant, la Commission, à la suite des échanges intervenus avec le gouvernement, a été amenée à nuancer sa position. En effet, imposer le placement systématique dès l'exercice d'une contrainte pourrait en réalité s'avérer préjudiciable pour l'individu qui, interpellé pour des faits somme toute minimes, aurait été mis en garde à vue sans réelle nécessité pour la poursuite des investigations. Cette automaticité aurait donc pour conséquence, à un stade antérieur à l'audition, d'accroître considérablement la lourdeur des procédures et conduirait à méconnaître l'exigence de proportionnalité et de nécessité de la mesure. En outre, on peut relever que la protection de la personne suspectée sera assurée par la suite s'il apparaît au cours de l'audition qu'il existe des raisons sérieuses de la soupçonner de la commission ou tentative de commission d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, puisque l'officier de police judiciaire aura alors l'obligation de lui notifier son placement en garde à vue. Notons de surcroît que cette interprétation a été validée par la jurisprudence constitutionnelle du pays voisin. Au vu des éléments qui viennent d'être énoncés, la Commission a donc décidé d'amender le premier alinéa de l'article 1 et d'y insérer un amendement d'ajout qui vous sera lu tout à l'heure. En ce qui concerne l'article 3, ancien article 2, la Commission a procédé à de simples ajustements purement formels en supprimant 2 virgules. S'agissant de l'article 4, ancien article 3 du projet de loi, celui-ci traite de l'information donnée par l'officier de police judiciaire au procureur général ou au juge d'instruction des motifs ayant justifié le placement en garde à vue de la personne suspectée. Cette information est on ne peut plus logique compte tenu du pouvoir d'appréciation conféré à ces deux magistrats selon le stade de la procédure. Outre les motifs du placement en garde à vue, le texte initial du projet de loi prévoit une information tenant à la nature de l'infraction. Ce vocabulaire de nature, s'il se retrouve dans la législation française, n'est pas un modèle de précision. D'autant que cette terminologie aurait davantage tendance à renvoyer à des distinctions dont la connaissance ne présente pas une réelle utilité pour la personne entendue. Nature d'infraction politique, d'infraction fiscale, d'infraction sexuelle, etc. La fonction de renseignement peinerait à atteindre son objectif. C'est pourquoi la Commission a entendu substituer au terme « nature » ceux de « qualification juridique ». En effet, cela permettra au suspect de prendre la mesure de ce qui lui est imputé. Au demeurant, cela ne devrait pas bouleverser le mode de fonctionnement des officiers de police judiciaire de la Principauté. Votre rapporteur évoquait précédemment le pouvoir d'appréciation conféré par le texte au procureur général et au juge d'instruction. Il est important de noter qu'à l'instar de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit monégasque protège des droits concrets et non pas théoriques. Dès lors, toute mesure contraignante doit être prévue par la loi, nécessaire et proportionnée, ces deux conditions étant cumulatives. Par conséquent, la mesure de contrainte que constitue la garde à vue devra répondre à de tels critères, ce qui justifie l'insertion du principe de proportionnalité au deuxième alinéa de l'article 60-3 du Code de procédure pénale. Sur ce point, notons simplement la suppression d'un article au dernier alinéa.
L'article 5, anciennement article 4, traite notamment des fouilles à corps et des investigations corporelles internes. Ainsi que le rappelle très justement le projet de loi, nous sommes ici dans un domaine où la nécessité des investigations conduit à une interaction avec le corps humain. L'énonciation du principe de respect de la dignité de la personne apparaît donc plus que justifiée. Comme chacun sans doute, les notions de fouille à corps intégrale et d'investigation corporelle interne ne sont nullement assimilables. Cependant, ce sont des actes par lesquels une personne ayant reçu habilitation expresse de la loi ou d'une autorité elle-même habilitée procède à la recherche d'un objet sur ou dans le corps de la personne suspectée, dans le but de recueillir des éléments de preuve. Il s'agit donc, chacun en conviendra, d'un domaine particulièrement sensible. Et en fonction des investigations à mener, il sera question d'actes quasi-médicaux. La fouille à corps intégrale s'établit en conséquence comme étant celle qui permet de demander à la personne suspectée de se dénuder intégralement pour permettre à l'autorité policière d'observer la présence d'un ou plusieurs objets prohibés ou dangereux. Le présent projet de loi, en ce qu'il fait procéder à des fouilles à corps intégrales par une personne de même sexe, ne semble que partiellement tenir compte de ce caractère attentatoire à l'intimité et à la dignité de la personne. Dès lors, la Commission a pris le parti de soumettre la réalisation des fouilles à corps intégrales à un officier de police judiciaire du même sexe que la personne suspectée. À la suite des divers échanges avec le gouvernement, ce dernier a fait valoir les difficultés qu'il y aurait au regard des effectifs de la police judiciaire. Prenant acte de ce contre-argument, mais résolu à maintenir le principe de l'amendement, la Commission propose une solution intermédiaire reposant sur une logique de subsidiarité. Ainsi, la fouille à corps intégrale devra être réalisée par un officier de police judiciaire de même sexe que la personne suspectée ou, en cas d'impossibilité, par un agent de police judiciaire de même sexe. L'impossibilité sera bien évidemment appréciée en fonction des situations concrètes et des nécessités des investigations. Pour ce qui est des investigations corporelles internes, l'approche est différente, car un seuil supplémentaire est franchi dans le caractère attentatoire aux droits de la personne poursuivie. Outre l'intimité et la dignité, c'est désormais le respect de l'intégrité corporelle qui est en jeu, puisque l'investigation corporelle interne est par définition un procédé douloureux et intrusif, étant donné que la recherche des éléments de preuve aura lieu dans la personne. Il est donc logique de soumettre leur réalisation au seul médecin. C'est ce que prévoit le texte. En revanche, compte tenu de la gravité du recours à de tels actes, il est apparu nécessaire à la Commission d'encadrer l'opportunité de la décision, et ce, de plusieurs manières. Tout d'abord, en précisant que la décision d'avoir recours à de telles investigations doit être prise par le procureur général ou par le juge d'instruction. En effet, en l'absence de mention expresse, on aurait pu penser que cette décision relevait de l'officier de police judiciaire. Ensuite, en subordonnant la décision des magistrats précités au principe de proportionnalité. Sans procéder à des redites, relevons néanmoins que la CEDH, dans son arrêt Jalot contre Allemagne du 11 juillet 2006, considère, en matière d'investigation corporelle interne, que les procédés employés ne peuvent l'être qu'à la condition où ils respectent les droits fondamentaux des suspects. À ce titre, la Cour exige que la mesure employée soit proportionnée au but poursuivi et que les procédés utilisés ne violent pas le droit pour la personne gardée à vue de ne pas participer à sa propre incrimination. De cette dernière énonciation, la Commission a été amenée à préciser enfin que tout élément de preuve qui aurait été recueilli irrégulièrement ne pourrait constituer l'unique fondement pour une condamnation. Les 3e et 4e alinéas de l'article 60-4 du Code de procédure pénale, dans sa version
amendées par l'article 5 du présent projet de loi, sont donc modifiées. L'article 6, anciennement article 5, constitue, à n'en pas douter, l'une des avancées majeures de ce projet de loi. Regroupant le droit pour la personne poursuivie de ne pas faire de déclaration et celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue, cet article permet de mettre le droit monégasque en conformité avec les exigences de la jurisprudence de la CEDH et plus particulièrement suite à l'arrêt Brusco contre France précité. En effet, selon les termes mêmes de la Cour, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable. Et la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée d'un avocat dès le début de cette mesure, ainsi que pendant les interrogatoires, et ce, a fortiori, lorsqu'elle n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire. La consécration expresse du droit de ne pas faire de déclaration était donc essentielle. Certes, ce droit ne saurait être absolu, en ce sens qu'il n'empêchera pas les autorités de tenir compte du silence ainsi gardé pour apprécier la force de persuasion des éléments de preuve à charge contre la personne suspectée, ainsi que la CEDH a d'ailleurs pu l'affirmer dans un arrêt John Murray contre Royaume-Uni du 8 février 1996. Aussi, le droit de ne faire aucune déclaration doit-il s'entendre comme interdisant aux autorités de poursuite de fonder leur argumentation sur des éléments qui auraient été obtenus par contrainte, pression ou coercition, et donc au mépris de la volonté de la personne interrogée. Le lien avec le droit pour la personne suspectée de ne pas participer à sa propre incrimination est ici explicite. Afin de garantir encore davantage le droit de ne faire aucune déclaration, et pourrait-on dire, pour renforcer l'aspect pédagogique de la loi, la Commission a souhaité s'inspirer des législations des pays anglo-saxons et compléter l'article précité en créant à la charge des officiers de police judiciaire une obligation d'information complémentaire. Ainsi, la notification du droit de ne faire aucune déclaration devra s'accompagner de celle rappelant à la personne suspectée que, dans l'hypothèse où elle choisirait de ne pas user du droit précité, ces déclarations régulièrement obtenues par les officiers de police judiciaire pourront être utilisées ultérieurement comme éléments de preuve, à charge comme à décharge. La portée du droit de ne faire aucune déclaration s'en trouve précisée, étant entendu que, de surcroît, la notification du dit droit devra être consignée dans le procès-verbal de garde à vue. En ce qui concerne désormais le rôle de l'avocat durant la garde à vue, la Commission a souhaité apporter 2 précisions supplémentaires. La première est relative au droit d'être assisté d'un avocat. En effet, ce droit ne saurait s'exercer contre la volonté de la personne suspectée qui peut parfaitement choisir de ne pas en faire usage. Simplement, il faudra d'une part que cette renonciation soit expresse et d'autre part qu'elle soit postérieure à la notification du droit de ne faire aucune déclaration. Ces 2 ajouts se justifient d'ailleurs pleinement à l'aune du principe de loyauté qui doit s'appliquer à la procédure pénale. Mention en sera faite au sein du procès-verbal de garde à vue. La seconde précision tient au cas où l'avocat ne parviendrait pas à se présenter dans le délai d'1 heure après en avoir été avisé par l'officier de police judiciaire et qu'il arriverait dans les locaux de la sûreté publique alors que son client est en cours d'audition. Dans cette hypothèse, la personne suspectée dispose d'un droit d'interrompre l'audition pour s'entretenir avec son avocat. Cela étant, encore faut-il qu'elle soit pleinement consciente de disposer d'un tel droit. C'est pourquoi la Commission a jugé utile d'imposer à l'officier de police judiciaire de l'en informer.
À l'exception du 6e alinéa, l'article 60-9 du Code de procédure pénale, tel que modifié par l'article 6 du projet de loi, est donc amendé. L'article 7, ancien article 6 du projet de loi, est lui aussi d'une particulière importance puisqu'il vient préciser le rôle de l'avocat durant la garde à vue et, devrait-on dire, détermine l'étendue de sa mission. Ainsi que votre rapporteur l'a précédemment évoqué en faisant état de l'arrêt Dayanan contre Turquie, la jurisprudence de la CEDH exige désormais que la personne suspectée puisse avoir accès à toute la gamme d'interventions qui sont propres au Conseil. Partant de cette énonciation, il semble assez logique d'aborder la question de l'accès au dossier de l'avocat dans la mesure où, sans le consacrer expressément, la CEDH semble cependant invitée à considérer que l'assistance fournie par l'avocat doit être effective. Ainsi que le fait remarquer un important courant doctrinal, cette effectivité sous-tendrait que l'avocat puisse disposer d'un accès intégral au dossier de la procédure dès le stade de la garde à vue. Pour autant, rien n'est certain en ce domaine. S'il est vrai que certains États, tels la Suisse, l'Italie ou encore l'Allemagne, ont pris le parti d'accorder un droit d'accès étendu au dossier, d'autres, en revanche, se positionnent en faveur d'un accès restreint, étant précisé que cet accès aura lieu à un stade ultérieur de la procédure, ce qui, de surcroît, est compatible avec le droit européen, ne serait-ce qu'en raison du fait que l'appréciation du caractère équitable porte sur l'ensemble de la procédure. S'il fallait se faire, exceptionnellement, l'avocat du diable, votre rapporteur pourrait d'ailleurs ajouter que si l'accès intégral au dossier n'a reçu aucune consécration expresse de la part de la jurisprudence européenne, la possibilité de restreindre cet accès est quant à elle explicitement admise par l'arrêt de la CEDH Zvipsta contre Lettonie du 9 mars 2006. Selon cet arrêt, la Cour reconnaît la nécessité d'une conduite efficace des enquêtes pénales, ce qui peut impliquer qu'une partie des informations recueillies durant les investigations doivent être gardées secrètes afin d'empêcher les accusés d'altérer des preuves et de nuire à la bonne administration de la justice. Certes, les solutions retenues par la CEDH le sont toutes à partir de certains éléments de faits spécifiques, au vu de questions précises, et il n'est nullement certain que la jurisprudence de cette même Cour ne finisse pas par condamner les États qui n'admettront pas une communication, si ce n'est intégrale, au moins d'un certain niveau d'importance. Cela étant, le Conseil national se trouverait face à une alternative. Anticiper sur une hypothétique évolution ultérieure ou maintenir le statu quo dans l'attente d'une solution claire. Votre rapporteur considère qu'il est du devoir du législateur d'agir avec prudence et de ne pas jouer aux apprentis sorciers. C'est pourquoi la commission de législation a pris le parti de maintenir un accès restreint aux pièces de la procédure au stade de la garde à vue, sachant qu'in fine, ce dossier sera communiqué à un stade ultérieur de la procédure. Cette solution, outre la prudence, peut également s'appuyer sur la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a considéré, dans un arrêt du 19 septembre 2012, que l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier à ce stade de la procédure n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement. Bien évidemment, il va sans dire que la situation est susceptible d'évoluer et pour cette raison, votre rapporteur invite à la plus grande vigilance sur toutes ces questions, car un changement de conception serait de nature à fragiliser à nouveau le droit monégasque de la garde à vue. Pour l'heure, la Commission ne demandera pas aux officiers de police judiciaire de procéder à la délivrance de l'intégralité de la procédure au stade de la garde à vue. Toutefois,
elle a souhaité compléter le dispositif existant en prévoyant que l'avocat puisse obtenir copie du procès-verbal de notification des droits prévu à l'article 60-5 du Code de procédure pénale. Autre modification apportée par la Commission, celle relative à la possibilité pour l'officier de police judiciaire de mettre un terme à l'audition. La rédaction initiale du projet de loi évoque cette interruption dans l'hypothèse d'une difficulté. À ne s'en tenir qu'à cette seule phrase, le sens de cet article se révèle plutôt ambigu. En poursuivant, on observe qu'il serait plutôt question d'instaurer une procédure qui permettrait d'évincer un avocat qui aurait tendance à multiplier les procédés dilatoires, puisqu'il serait possible pour le président du tribunal de première instance de procéder à la désignation d'un nouvel avocat commis d'office. La Commission n'a pas manqué d'être surprise par une telle rédaction. Eu égard à la possibilité d'écarter un avocat de l'audition, elle estime que le critère permettant d'y avoir recours doit être défini plus strictement. Elle propose en conséquence d'utiliser la notion d'atteinte manifeste au bon déroulement de l'audition, qui non seulement recentre l'article sur la seule audition, mais renforce le degré de perturbation, entre guillemets, à partir duquel il sera possible de désigner un nouvel avocat. La dernière modification effectuée par la Commission a trait à la durée de la garde à vue. Il apparaît en effet que le droit monégasque n'envisage pas l'hypothèse de computation des délais en présence de garde à vue successives. Aussi, la Commission entend-elle poser une limite en mentionnant que la durée des gardes à vue précédemment effectuées s'impute sur celle en cours, sous réserve qu'il s'agisse des mêmes faits, bien évidemment. Eu égard à ce qui précède, les 2e et 3e alinéas de l'article 60-9 sont modifiés et il est inséré un nouvel article 60-9 quater, dont lecture vous sera donnée très prochainement. L'article 8 touche à un élément qui n'avait pas été modifié par le projet de loi et qui porte sur l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue. À la lecture de l'article 60-10 du Code de procédure pénale, la Commission a observé qu'aucun délai ne venait encadrer la durée de conservation des dits enregistrements. Elle a donc décidé, en s'inspirant de l'article 64-1 du Code de procédure pénale français, de prévoir qu'au terme d'une période de 5 ans à compter de la date d'extinction de l'action publique, l'enregistrement serait détruit dans le délai d'1 mois. Le dernier alinéa de l'article 60-10 du Code de procédure pénale sera donc modifié. L'article 60-11 du Code de procédure pénale énumère les mentions que doit nécessairement comporter le procès-verbal de fin de garde à vue. En effet, ce dernier doit, autant que faire se peut, rappeler les éléments clés de son déroulement. Au vu de certaines nouvelles exigences posées par le projet de loi, mais aussi afin de renforcer celles existantes, la Commission a souhaité compléter quelque peu la liste de ces énumérations. Ainsi, en raison du rôle joué par l'avocat et de la possibilité, sur laquelle votre rapporteur reviendra ultérieurement, de déroger à la présence de l'avocat ou même à celle d'y renoncer pour la personne suspectée, la Commission a ajouté la référence à la présence de l'avocat. De la même manière, en raison du caractère attentatoire à la dignité, à l'intimité et à l'intégrité des actes d'investigation corporelle interne, la Commission a préféré qu'il soit expressément consigné dans le procès-verbal susvisé. La Commission s'est ensuite longuement interrogée sur l'aptitude de la personne suspectée à comprendre les droits dont elle bénéficiait et la situation dans laquelle elle se trouvait, tout particulièrement lorsque celle-ci ne parle ni ne comprend la langue française. Le Code de procédure pénale prévoit en son article 60-12 l'obligation de recourir à une langue qu'elle comprend en faisant appel, en cas de besoin, à un interprète. Compte tenu de l'importance pour la Commission d'une telle disposition, elle a souhaité procéder à son adjonction au sein du procès-verbal de fin de garde à vue.
Enfin, en s'inspirant de l'article 60-5 du Code de procédure pénale qui fait référence au refus de la personne gardée à vue de signer le procès-verbal de notification des droits, la Commission a inscrit une disposition similaire pour le procès-verbal de fin de garde à vue en ajoutant les raisons de ce refus lorsqu'elles ont été portées à la connaissance de l'officier de police judiciaire, bien évidemment. L'article 60-11 du Code de procédure pénale est donc sur ce point amendé. L'article 10, anciennement article 7, aborde le régime spécifique de la garde à vue du mineur. Bien que la délinquance des mineurs soit relativement faible en principauté, elle ne saurait être considérée comme négligeable. Cela étant, soumettre tous les mineurs sans distinction à un régime de garde à vue similaire à celui des majeurs est assurément insatisfaisant au regard de la nécessaire prise en considération de leur situation de vulnérabilité. Le projet de loi tire donc les conséquences de cette spécificité. Il le fait de plusieurs manières, dont deux principalement. La garde à vue du mineur est initialement d'une durée de 12 heures et peut être prolongée uniquement d'un nouveau délai de 12 heures. Les auditions d'un mineur gardé à vue ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat, ce qui est loin d'être anodin, car cela implique que le mineur ne dispose pas du droit de renoncer au bénéfice de l'avocat. L'officier de police judiciaire ne peut débuter l'audition en cas de retard de l'avocat. Les dispositions de l'article 60-16 nouvellement introduit ne pourront s'appliquer aux mineurs, car bien que l'article 60-15 prévoit une application du régime de droit commun de la garde à vue pour le mineur, celui-ci doit s'entendre au sens des dispositions des articles 60-1 à 60-12, ainsi que l'article 60-14 le mentionne. En outre, l'article 60-16, par son caractère d'exception, ne saurait être regardé comme faisant référence à un éventuel droit commun de la garde à vue. Le régime de la garde à vue est donc protecteur pour le mineur et la Commission a souhaité le renforcer encore davantage en faisant varier les critères du placement en garde à vue en fonction de l'âge du mineur. Ainsi, le mineur de plus de 13 ans pourra être placé en garde à vue selon les mêmes critères que ceux retenus pour les majeurs. En revanche, le mineur de moins de 13 ans devra, quant à lui, être suspecté d'avoir commis une infraction lui faisant encourir la réclusion ou une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans. En outre, la durée de la garde à vue du mineur de moins de 13 ans sera nécessairement de 12 heures sans possibilité de prolongation. Il en ira d'ailleurs de même à l'égard de tout mineur, quel que soit son âge, en présence d'un délit puni d'une peine inférieure à 3 années d'emprisonnement. Notons d'ailleurs que, dans le cas d'une prolongation, le juge des libertés devra en informer le juge tutélaire, ce qui est apparu logique compte tenu de son champ de compétences. Au titre des autres aménagements du régime de la garde à vue du mineur, la Commission a précisé que l'information des représentants légaux, services sociaux ou administrateurs ad hoc doit avoir lieu dans les meilleurs délais et être faite par tout moyen. En dernier lieu, la Commission a particulièrement insisté sur la nécessité pour le mineur de disposer d'un interlocuteur adapté. Si la présence de personnes des services sociaux paraît difficile, compte tenu de la finalité première de la garde à vue, Conseil national et gouvernement ont décidé de s'accorder sur la conduite des auditions par un officier de police judiciaire spécialisé ou sensibilisé dans la protection des mineurs, du moins lorsque le mineur interrogé aura moins de 13 ans. Avant de clore ces développements consacrés à la protection des mineurs en garde à vue, il est intéressant de noter que la Commission a souhaité élargir le débat sur la protection des personnes vulnérables, et plus particulièrement celles placées sous tutelle, qui feraient l'objet d'une mesure de garde à vue. Cette question dépasse d'ailleurs de très loin le seul cadre de la garde à vue et concerne en réalité l'ensemble de la procédure pénale. Si l'urgence attachée au vote de ce texte n'a pas permis de la mener à bien à bref délai, notons que
celle-ci sera faite dans un prochain projet de loi, proposition. En ce qui concerne l'article 11, ancien article 8, celui-ci est un article que l'on peut sans mal qualifier de sensible en ce qu'il confère au procureur général ou au juge d'instruction la possibilité de déroger, selon les termes de l'exposé des motifs, au droit pour la personne poursuivie d'être assistée d'un avocat au cours des auditions. Notons d'ailleurs que, sur un plan théorique, et bien que l'exposé des motifs n'y fasse pas référence, le renvoi à l'article 60-9 permettrait au magistrat de déroger au droit du gardé à vue de ne faire aucune déclaration, bien qu'en réalité, l'encadrement qui est apporté par les amendements proposés par la Commission neutralise les effets préjudiciables d'une telle interprétation, de même que l'exposé des motifs précités, qui se contente d'évoquer de manière très explicite la seule dérogation à l'assistance de l'avocat. En effet, la Commission a souhaité encadrer plus précisément cette possibilité de dérogation en inscrivant, à l'instar de la législation française et en parfaite conformité avec la jurisprudence de la CEDH, que celle-ci ne serait possible qu'à la condition de justifier de raisons impérieuses tenant à la nécessité urgente d'écarter un danger qui menace la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes, ou à la nécessité de recueillir ou de conserver des preuves. S'il est vrai que la formulation ne brille pas par son absence d'équivoque, il faut bien avoir à l'esprit qu'elle a vocation à être interprétée en fonction des situations concrètes et particulières sous le contrôle des juridictions monégasques. Il est à souligner que cet article doit être apprécié dans sa globalité et plus particulièrement à l'aune du dernier alinéa nouveau qui prévoit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclaration faite hors la présence de l'avocat. Cette adjonction est d'une importance considérable puisqu'elle propose de rompre avec la culture de l'aveu comme preuve parfaite. Votre rapporteur se réjouit qu'une telle modification ait trouvé un écho favorable auprès du gouvernement. En effet, quand bien même la personne suspectée ne disposera pas d'un avocat, il appartiendra aux autorités d'établir son éventuelle condamnation par d'autres éléments de preuve venant corroborer les dites déclarations. À défaut, la Cour de révision pourra prononcer la cassation d'une telle décision de condamnation. La procédure ainsi mise en œuvre se veut par conséquent empreinte de bon sens, équilibrée et respectueuse des droits de la personne suspectée. L'article 11 est donc amendé. L'article 12, ancien article 9, impose une exigence de célérité à l'encontre des autorités judiciaires, celle-ci étant essentielle pour la conformité de la législation monégasque de la garde à vue aux exigences du droit européen des droits de l'homme. En effet, l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que toute personne arrêtée ou détenue soit aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires. Bien que la commission de législation n'ait pas songé initialement à amender un tel article, trouvant la rédaction initiale appropriée, le gouvernement a fait part à la commission de la volonté des magistrats de porter le délai de comparution devant le procureur général de 24 heures à 48 heures. Cette modification conduit corrélativement à allonger le délai global de comparution devant une juridiction qui passe désormais à 96 heures. Pour apprécier le respect des exigences européennes, il est donc indispensable de connaître le délai maximal au-delà duquel la privation de liberté pourrait être considérée comme étant arbitraire au sens de la Convention et de la jurisprudence de la CEDH. Sans procéder à un relevé exhaustif, votre rapporteur précisera néanmoins qu'il est difficile de procéder à une délimitation précise, mais qu'il importe de retenir, en ce qui concerne la garde à vue,
la référence aux arrêts Mackay contre Royaume-Uni du 3 octobre 2006 et IPEC contre Turquie du 3 février 2009, par laquelle la CEDH a considéré qu'un délai de 96 heures n'était pas excessif. Il apparaît donc évident que la rédaction nouvellement proposée respecte les exigences européennes, puisque la première présentation devant un magistrat aura lieu au maximum 48 heures après une arrestation et qu'en toute hypothèse, le délai n'ira pas au-delà de 96 heures. Dès lors, quand bien même certains plaideurs souhaiteraient, par mimétisme avec le pays voisin, contester le caractère d'autorité du procureur général, ce qui n'est nullement le cas de la Commission, votre rapporteur préfère le préciser, leurs prétentions n'auraient que peu de chances de prospérer. Par conséquent, la Commission a pris le parti de donner suite à la suggestion des magistrats et d'amender l'article 12. Autre question d'importance mise en exergue par l'étude de ce projet, la purge des nullités. S'il n'apparaît pas de manière littérale au sein du Code de procédure pénale, le terme de purge est ici employé pour des raisons de simplicité. Il doit s'entendre en l'espèce comme le mécanisme juridique par lequel une décision du juge va couvrir les nullités antérieures à son prononcé. Dit autrement, il constitue un obstacle à toute demande ultérieure qui tendrait à faire prononcer la nullité d'un acte de l'information et, en conséquence, il paraît relever des fins de non-recevoir. La purge des nullités n'est pas propre à la garde à vue, et en ce sens, on pourrait considérer qu'il dépasse l'objet même de ce texte, tel qu'explicité par l'exposé des motifs. Cela étant, la purge des nullités n'est nullement contestable en soi. Il suffit de l'assortir de garanties procédurales suffisantes, ce qui ne semble pas être le cas en l'état de la rédaction retenue par le projet de loi. Pour comprendre clairement la portée de l'article 14, anciennement article 10, il convient de le replacer dans le cadre plus général des nullités de l'information, c'est-à-dire celle de la période antérieure au jugement de la période antérieure au renvoi devant la juridiction de jugement. En droit positif monégasque, le Code de procédure pénale, en son article 209, réserve au procureur général et au juge d'instruction la possibilité de soulever les cas de nullité, à l'exclusion de l'inculpé et de la partie civile, qui ne peuvent par conséquent s'en prévaloir avant la phase de jugement, sauf à ce que le juge d'instruction ou le procureur général décide de les transmettre à leur place, tout en sachant que rien ne les y oblige. Il existe donc un déséquilibre entre les prérogatives des magistrats précités et les droits de la personne suspectée, déséquilibre préjudiciable à l'exercice des droits de la défense, puisqu'elle ne pourra soulever directement les nullités de procédure, devant pour cela attendre la phase de jugement. À cet égard, la jurisprudence monégasque, notamment par un arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel du 14 décembre 2005, a considéré que de telles dispositions méconnaissaient le principe d'égalité des parties qui se déduisait de la notion plus large de procès équitable. Le fondement juridique est primordial, car en l'espèce, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel a basé son raisonnement sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Aussi, la Cour d'appel a-t-elle considéré l'article 209 du Code de procédure pénale comme étant contraire à des dispositions internationales supérieures et en a ainsi écarté l'application pour permettre à l'avocat de soulever les nullités de procédure. Pour autant, cette solution est uniquement prétorienne et il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article 209 du Code de procédure pénale ne permettent toujours pas à l'inculpé ou à la partie civile de soulever des nullités de procédure antérieurement à la phase de jugement. Dès lors, l'article 14 précité, en prévoyant que les nullités de procédure sont couvertes en matière correctionnelle par l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement,
accentue les conséquences du déséquilibre créé par l'article 209, en ce qu'il prive l'inculpé et la partie civile du droit de soulever les nullités de procédure également lors de la phase de jugement. De cette manière, l'inculpé et la partie civile ne peuvent plus se prévaloir des nullités à aucun stade de la procédure. Autant le dire clairement, si la principauté était d'ores et déjà susceptible d'encourir la condamnation par la CEDH pour les dispositions de l'article 209, le risque est démultiplié avec l'article 14 de ce projet de loi, et ce, contrairement à son esprit même. De plus, il y a comme une contradiction à renforcer les droits de la personne suspectée pour venir presque supprimer la sanction en cas de non-respect des règles de procédure. La Commission considère qu'il aurait été plus logique, avant d'introduire la purge des nullités de procédure par l'ordonnance de renvoi, de consacrer la solution retenue par la jurisprudence monégasque en permettant à l'inculpé et à la partie civile de soulever les nullités dans la phase antérieure à la procédure de jugement. C'est donc tout naturellement qu'elle propose de faire par la voie d'un amendement d'ajout venant compléter l'article 209 du Code de procédure pénale. La Commission utilise à cette fin la rédaction qui avait été retenue lors du projet de réforme du Code de procédure pénale. Il est donc inséré au dit projet de loi un nouvel article 13 dont la lecture vous sera donnée dans un moment. Dernier article du projet de loi, le nouvel article 15 a fait l'objet d'une proposition du gouvernement qui elle-même relayait une réflexion des magistrats de la principauté. Elle consiste à supprimer l'effet suspensif de l'appel du ministère public, lequel faisait obstacle à la mise en liberté du prévenu. En effet, il était à craindre que de telles dispositions viennent à être considérées comme étant contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. La suppression suggérée s'avère donc juste et profitable aux droits de la défense. Elle ne peut que recevoir l'approbation de la Commission. L'article 409 sera donc modifié en ce sens. Pour conclure, telles sont les remarques et amendements proposés par la Commission de législation et dont votre rapporteur s'est fait le porte-parole. Au-delà de cet exposé particulièrement technique, rappelons une dernière fois que ce projet de loi constitue une nécessité absolue et qu'à défaut d'être parfait, il constitue un juste équilibre entre les différents intérêts en présence. Cependant, il ne permet nullement au Conseil national et au gouvernement de relâcher leur vigilance quant à l'évolution de cette matière. Sous le bénéfice de ces observations, votre rapporteur vous invite désormais à adopter le projet de loi tel qu'amendé par la Commission de législation. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Lavagna, de votre rapport et de la qualité de ce travail rapide, efficace, en 3 mois et demi, et de toutes les entités qui ont participé à l'élaboration de cette rédaction. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir après la lecture de ce rapport? Si c'est le cas, vous avez la parole. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, je voudrais d'abord remercier votre rapporteur, Madame Sophie Lavagna, pour la qualité de son rapport concernant le projet de loi numéro 894 portant réforme du Code de procédure pénale en matière de garde à vue. Comme vous l'avez rappelé, Madame le rapporteur, si la principauté n'est pas présentement démunie de iure en matière de garde à vue, il convient de relever que celle-ci, consistant en une mesure de contrainte, n'en est pas moins soumise aux dispositions fondamentales préservant la liberté individuelle, mais aussi celles garantissant les droits de la personne mise en cause. Sur ce point, la jurisprudence, vous l'avez rappelé, de la Cour européenne des droits de l'homme est venue fixer, ces dernières années, des orientations importantes concernant le moment d'intervention de l'avocat, la portée de son assistance, ainsi que les conditions de son contrôle juridictionnel,
impliquant pour la Principauté comme pour d'autres États membres du Conseil de l'Europe de revoir son niveau de protection des droits de l'individu placé en garde à vue tel que prévu dans sa législation. C'est ainsi que le gouvernement princier a souhaité inscrire la législation interne monégasque dans le sillage de ce mouvement jurisprudentiel européen et ainsi permettre son adéquation avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Le texte présenté en séance publique ce soir est le résultat d'échanges constructifs entre nos deux institutions, basés sur un esprit de collaboration et d'écoute que je tiens également à saluer. L'exposé des motifs ainsi que le rapport de la commission de législation qui viennent de nous être lus sont explicites à cet égard. Je souhaiterais maintenant aborder le fond du dispositif. Le rapport préconise un certain nombre d'amendements, tant sur le fond que sur la forme. La plupart de ces amendements ont été acceptés par le gouvernement princier, à savoir, je cite quelques exemples, l'ajout d'un nouvel article 2 imposant le placement en garde à vue lorsqu'il apparaît au cours d'une audition qu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne entendue a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement, ou encore la précision, au nouvel article 5, de la nécessité de faire réaliser la fouille à corps par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire du même sexe. Toujours dans une optique de protection des droits du gardé à vue, ont également été acceptés les amendements proposés aux nouveaux articles 6, 7, 8 et 9, traitant respectivement du droit de la personne de ne faire aucune déclaration, de bénéficier ou de renoncer à l'assistance d'un avocat, du bon déroulement de l'audition ou encore des mentions devant figurer sur le procès-verbal de fin de garde à vue. En revanche, la proposition d'amendement du nouvel article 10, formalisant le souhait de la Commission de ne pas soumettre tous les mineurs, sans distinction aucune, à un régime de garde à vue similaire à celui des majeurs, et partant d'en renforcer la protection, a donné lieu à une contre-proposition du gouvernement princier, laquelle a été acceptée par la Commission, ce qui a conduit à une refonte totale de cet article tel qu'il vous est présenté ce soir. De fait, si la nécessité de mettre en place un régime particulier pour les mineurs ne laisse aucune place au doute, il s'est agi ici de prendre en compte la réalité du phénomène de la délinquance juvénile tel qu'il est aujourd'hui. En effet, les comportements sociaux ont évolué, la délinquance des mineurs a aussi évolué, et nous devons faire face depuis quelques années à une augmentation très significative du nombre de mineurs mis en cause, notamment en matière de vol sur des particuliers. De manière générale, on constate que la délinquance des mineurs est le fait d'individus de plus en plus jeunes. Ces comportements délictuels débutent parfois dès la préadolescence, autour de 10 ans, peuvent s'accélérer au cours de l'adolescence jusqu'à atteindre un pic vers l'âge de 15 à 16 ans. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire au gouvernement princier de réserver des dispositions spécifiques plus protectrices aux seuls mineurs de moins de 13 ans, sauf en matière criminelle, où le régime de droit commun s'appliquera aux mineurs, quel que soit son âge. C'est pourquoi il est proposé, d'une part, que le mineur de moins de 13 ans ne puisse être placé en garde à vue que s'il est soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, et d'autre part, de limiter la garde à vue dudit mineur à 12 heures, renouvelable pour un nouveau délai de 12 heures sur décision du juge des libertés. Dans le même sens, la conduite de l'audition pour le mineur de moins de 13 ans par un officier de police judiciaire pouvant constituer, comme vous l'avez dit, Madame le rapporteur, un interlocuteur adapté, représente un élément fort du régime de la garde à vue applicable aux plus jeunes. À cet égard, et pour prévenir tout risque d'interprétation quant à la qualité de l'officier de police judiciaire qui serait amené de la sorte à auditionner le mineur gardé à vue, il pourrait être envisagé de modifier la formule sur laquelle le gouvernement et la Commission
de législation s'était initialement accordé, à savoir un officier de police judiciaire spécialisé dans la protection des mineurs, par la formule « un officier de police judiciaire sensibilisé à la protection des mineurs », formule, Madame le rapporteur, que vous avez citée et je vous en remercie. De fait, en permettant non seulement aux officiers de police judiciaire de la brigade des mineurs, mais également à tout officier de police judiciaire sensibilisé aux problématiques de la protection des mineurs, d'être l'interlocuteur privilégié du jeune gardé à vue, le texte offre plus de souplesse pour désigner le fonctionnaire de police chargé de conduire l'audition et par là même renforce l'efficacité de la protection. Enfin, dernière spécificité du régime de la garde à vue propre aux mineurs, il sera impossible, de manière générale, de réaliser une audition d'un mineur, quel que soit son âge, sans la présence d'un avocat. En conclusion, pour reprendre votre formule, Madame le rapporteur, le gouvernement est convaincu que ce projet réalise un juste équilibre entre l'exigence de sécurité essentielle pour la principauté et la garantie des droits de la personne mise en cause. Dès lors qu'il serait procédé au dernier ajustement évoqué à l'instant, il me tient à cœur de vous faire part de ce que le gouvernement princier dans son ensemble se félicite de la perspective du vote d'un texte qui dotera la principauté, dans le sillon de la plupart des pays européens, d'une législation en adéquation avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de protection des droits du gardé à vue. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, de votre intervention et de son contenu. Je crois que Madame Lavagna, qui a la double casquette ce soir de présidente de la commission de législation et rapporteur de ce texte, veut nous dire quelques mots avant que j'ouvre le débat. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les conseillers, chers collègues, mon intervention sera très brève, je vous rassure. Comme vous avez pu le constater, à la lecture de la réponse de Monsieur le ministre d'État, des échanges sont intervenus entre le Conseil national et le gouvernement depuis l'adoption du rapport dont je viens de vous donner lecture. La commission de législation avait pris le soin d'anticiper en vue de la séance publique de ce soir. Ainsi, lors de sa réunion du 5 juillet 2013, le texte consolidé relatif au projet de loi numéro 894 avait été modifié de manière à intégrer les réflexions complémentaires du gouvernement dont le fond était partagé par les membres de la commission qui les ont approuvés à l'unanimité. Ce sont juste les contraintes calendaires qui n'ont pas permis d'intégrer ces nouveaux amendements au sein du rapport. La commission, par souci d'efficacité, avait alors transmis un nouveau texte consolidé au gouvernement. Cela étant, ainsi que vient de le rappeler Monsieur le ministre, une nouvelle suggestion de modification nous est présentée sur le siège et qui touche à la conduite de l'audition d'un mineur de moins de 13 ans placé en garde à vue. La commission, en accord avec le gouvernement, proposait initialement qu'elle soit conduite par un officier de police judiciaire spécialisé. Il apparaît néanmoins que cette spécialisation faisait uniquement référence à ce que l'on appelle la brigade des mineurs, ce qui peut paraître limitatif. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose de retenir la formulation d'officier de police judiciaire sensibilisé à la protection des mineurs. Cette terminologie plus souple laissera une marge de manœuvre plus importante à la sûreté publique et lui permettra dans le même temps d'accroître la formation prodiguée aux officiers de police judiciaire, ce qui est forcément une très bonne chose. Elle évite également que des considérations liées à l'absence d'officiers spécialisés à un instant donné ne viennent compromettre la sécurité des procédures, ce qui est loin d'être négligeable. Telles sont, mes chers collègues, les modifications qui vous sont proposées ce soir et qui correspondent à l'esprit des travaux de la commission de législation. C'est pourquoi je vous invite tout naturellement et sans grande surprise à voter en faveur de ce projet de loi tel qu'amendé. Je vous remercie. Merci Madame le rapporteur et Madame la Présidente.
Mes chers collègues, je vais donc ouvrir le débat. Je voulais juste préciser pour la clarté des débats que ceux ou celles qui souhaitent intervenir, notamment concernant des motivations de vote, telles que ça a été fait hier, que ce soit fait désormais, maintenant, et non pas à l'issue de l'énoncé des différents articles, sur lequel vous pouvez intervenir article par article, avant que le texte ne soit voté en totalité. Voilà, donc c'était juste une demande. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Boisson. Monsieur le Président, nous avons le privilège d'avoir des invités. Vous ouvrez le débat. Un débat et sans interlocuteur ne serait pas la représentativité de l'esprit démocratique qui règne dans cet hémicycle. Absolument. Donc j'en prends l'initiative. Je vous reconnais bien là. Merci, Monsieur le Président. Vous n'allez pas trop me reconnaître, c'est dans le début de mon intervention, car je vous dirais qu'il y a seulement 2 ans, j'étais hostile à toute nouvelle législation relative à la garde à vue, car je considérais d'une part que les méthodes d'enquête et d'audition employées par la Sûreté publique de Monaco, notre police, sont adaptées aux conditions de respect de la liberté et de la dignité des personnes qui se trouvent dans une situation de présomption d'innocence. On est loin de l'image d'Épinal à coup de bottin. D'ailleurs, maintenant, les numéros téléphoniques, on ne les trouve plus dans les bottins. D'autre part, j'attachais une importance essentielle à la défense des victimes, craignant que la personne en garde à vue consomme, je pense que c'est le terme qui convient le mieux, la période prévue en se taisant, surtout dans le cas de l'indisponibilité d'un avocat dans les premières heures, et que la police se trouve ainsi dans l'incapacité de faire correctement son travail. Beaucoup de compatriotes continuent à partager cette inquiétude, souhaitant que la sûreté publique puisse continuer à disposer des moyens pour préserver la sécurité des personnes en principauté, comme vous l'avez particulièrement souligné, Monsieur le ministre d'État, et d'ailleurs c'est une grande raison d'attractivité. Ma réflexion a évolué. Elle s'est ensuite inspirée des principes fondamentaux des droits de l'homme et de ce qui se pratique dans d'autres pays, à condition de ne pas prendre des dispositions trop exigeantes et au-delà des recommandations et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On ne va pas faire plus blanc que blanc tout de même. Cet équilibre dans ce projet de loi entre les droits de la défense et de la protection de la victime me satisfait donc. Je partage donc les positions de modération, de sagesse, mais aussi de fermeté des membres de la commission de législation et de sa présidente, Madame Sophie Lavagna, qui nous a guidés dans une approche adaptée aux spécificités monégasques. C'est la raison pour laquelle, nous sommes là pour une motivation de vote, je voterai sans réserve ce projet de loi. Vous voyez que j'ai évolué en 2 ans. Ce n'était pas, d'ailleurs, un projet de loi dans le même esprit. À l'issue de l'examen des 2 projets de loi d'hier et de ce soir, je tiens à saluer, et je pense que c'est dans le même esprit que s'exprimeraient les autres membres de la commission, la manière avec laquelle la présidente a su animer les réunions, puisque c'était le début de ce mandat, en favorisant la liberté d'expression. On a eu des longs débats, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure dans les explications, il y avait quand même pas mal de subtilités, il fallait trouver des équilibres entre le tout et le rien. La liberté d'expression et le débat, et en gérant l'efficacité, pour parvenir à ces conclusions après 15 semaines de travail. Pratiquement chaque semaine nous sommes réunis. C'est une invitation et une motivation pour poursuivre intensément le travail de cette commission. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Monsieur Boisson, et je crois que l'ensemble des élus s'associe effectivement à vos remerciements pour le travail mené de façon un peu directive, mais nous n'en attendions pas moins d'elle, cela, la part de Madame Lavagna. J'ai oublié quand même les collaborateurs du Conseil national. Je crois que l'action de Madame Lavagna va de pair avec l'équipe des juristes du Conseil national, dont certains sont ici, devant vous ce soir. Est-ce que d'autres collègues? Monsieur Barry-Larraud. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais à nouveau aller dans le sens des propos de Monsieur Boisson sur le travail de la Commission et sur le rôle qu'a tenu Madame Lavagna dans cette approche de ce projet de loi. J'aimerais attirer, moi, en ce qui concerne ma présidence de la Commission de la Jeunesse et de l'Éducation, sur l'aspect
de la protection des mineurs en matière de garde à vue et surtout sur le besoin franchement indispensable quant à une recherche et une formation vraiment parfaite des officiers de police judiciaire chargés de la protection des mineurs. Ici, évidemment, il s'agit de garde à vue, donc de mineurs qui sont censés avoir fait des délits. Il en va de même également pour les mineurs qui sont entendus en tant que victimes dans des affaires. Et ici, ils ne sont pas évoqués, ces cas-là, mais en revanche, je pense et j'estime indispensable que les officiers de police judiciaire qui ont la charge de la brigade des mineurs aient également cette approche de sécurité et de protection des victimes mineures qui sont souvent en grande difficulté psychologique et qui doivent subir des auditions avec un personnel forcément bien formé, mais dans des conditions difficiles. Et donc j'aimerais attirer l'attention du gouvernement princier sur les moyens mis à la disposition pour la sûreté publique, de façon à ce que les auditions soient faites une fois pour toutes, qu'on ne soit pas obligé de les reprendre. Enfin, je pense que ce personnel connaît bien son travail, puisque la brigade des mineurs fonctionne correctement. Voilà, c'était pour faire cette petite parenthèse sur le côté victime, puisque là, on était en train de prendre la défense des présumés coupables, ce qui est indispensable dans un état de droit. Mais en revanche, les victimes également, je pense qu'elles méritent cette attention. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barry-Larraud, de votre intervention. Je rappelle que vous êtes président de la Commission de l'éducation et de la jeunesse et votre préoccupation et vos préoccupations sont aussi les nôtres. Et je crois que Monsieur le conseiller pour l'Intérieur va effectivement nous dire un mot pour nous rassurer, bien que nous n'ayons pas vraiment besoin de l'être, mais des deux côtés, effectivement, du côté des victimes d'abord, et puis de ceux présumés coupables qui parfois peuvent être à même de passer une garde à vue et qui sont effectivement mineurs. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers nationaux, la préoccupation du gouvernement est la même que la vôtre, non seulement la préoccupation du gouvernement, mais également la préoccupation du directeur de la Sûreté publique et de l'ensemble de ses collaborateurs. Et il est bien évident que cette nécessité de formation auquel M. Barry-Larraud faisait allusion tout à l'heure est une nécessité que j'ai l'occasion de rappeler à de nombreuses reprises au directeur de la Sûreté publique, qui d'ailleurs en est très conscient. Et les éléments que contiennent ce texte vont tout à fait dans ce sens. La protection également des mineurs victimes est également une préoccupation qui est, je crois, partagée dans cette Assemblée, mais au-delà de cette Assemblée. Et je peux vous assurer que des efforts tout particuliers seront faits pour la formation des policiers, des officiers de police judiciaire, mais pas seulement des officiers de police judiciaire, amenés, je dirais, à traiter les affaires mettant en cause concernant des mineurs. Merci, Monsieur le conseiller, de votre intervention. Je suis sûr que Monsieur le directeur de la Sûreté doit nous suivre directement ou indirectement et que donc il mettra tout son sérieux et son professionnalisme pour la formation des officiers de police judiciaire qui seront en charge de ces tâches particulièrement ingrates. Il faut le rappeler, mais ça fait partie du métier. Monsieur Cuqui, vous souhaitiez dire un mot? Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, je voudrais rendre hommage à la brigade des mineurs de la Sûreté publique, qui est sous la responsabilité d'un compatriote tout à fait compétent. Et nous avons, de la part de mon métier, l'occasion de devoir également partager, on va dire, des victimes qui viennent nous voir à l'hôpital et que donc on parle avec nous. Et je n'ai aucun doute sur la qualité de la formation du personnel de la brigade des mineurs et donc sur la formation générale des futures personnes qui s'occuperont des mineurs, si la formation est faite sous la houlette de cette brigade, qui est vraiment d'une qualité reconnue par tout le monde. Merci. Merci. Merci de vos félicitations. Je crois que Monsieur le conseiller pour l'Intérieur transmettra à l'ensemble du personnel de la Sûreté publique. Et ils seront sensibles. J'en suis sûr. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Monsieur Clérici. Merci, Monsieur le Président. Deux mots pour dire que je suis très satisfait que ce soir on soit arrivé à un texte équilibré. La précédente majorité avait proposé un certain nombre d'amendements qui visaient à complexifier le texte et à surprotéger le suspect.
ces amendements avaient bien entendu été refusés par l'ensemble du gouvernement et des autorités judiciaires. Aujourd'hui, est arrivé un texte non seulement équilibré, mais qui est attractif, car la principauté est un État parfaitement sécurisé. Et aujourd'hui, tous les arrivants, je dis bien tous, viennent en particulier pour bénéficier de cet État sécure. Donc aujourd'hui, il n'est pas la peine d'en rajouter. Tout le monde peut être vraiment satisfait de voir que ce texte va être voté et qu'on arrive à un dosage, si j'ose dire, idéal. Je vous remercie. Merci, Monsieur Clérici, de vos propos auxquels je m'associe pleinement. Vous avez chacun dit ce que je pensais, mais d'une façon différente. Y a-t-il des collègues qui souhaitent prendre la parole? Est-ce que les membres de la minorité souhaitent prendre la parole? C'est le moment. Non? Bien. Eh bien, écoutez, avant de procéder à la lecture article par article, je voudrais effectivement vous dire quelques mots, Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement et chers collègues, chers publics. Comme pour le projet de loi 778 que nous avons voté hier, effectivement, celui-ci portant réforme en matière de code de procédure pénale, en matière de garde à vue, est très important et revêt pour moi, je dirais, une symbolique particulière. Outre le fait que l'étude de ce projet de loi ait été particulièrement rapide, dans un temps record, je l'ai dit tout à l'heure, grâce à la célérité et à l'autorité naturelle de Madame Lavagna et de ses équipes, je pense que je voudrais également dire que l'ensemble de ce processus a été également a permis de relever la réactivité de la direction des affaires juridiques placée sous l'autorité du ministre d'État, dont un certain nombre de représentants sont là ce soir et je les salue. Nous avons également vu ce soir en direct que nous avons modifié un certain nombre de petites notamment l'article 10 sur la garde à vue des mineurs de moins de 13 ans, ce qui était un élément important puisque le gouvernement princier, par l'intermédiaire de Monsieur le conseiller pour l'Intérieur, nous a sensibilisé à un certain nombre de sujets, et donc nous avons modifié le texte en conséquence. Ça veut dire que notre Assemblée est réactive et qu'elle s'adapte. C'est aussi une des qualités et une des spécificités d'une Assemblée, et pas uniquement nouvellement élue. Nous sommes là pour nous adapter. Je voulais également vous dire que ces remarques ont été également celles du procureur général qui a attiré notre attention depuis maintenant 3 à 4 semaines sur le régime de la garde à vue des mineurs, et vous l'avez dit, M. Barilaro aussi également, sur certaines victimes mineures, même si, soyons très raisonnables, Monsieur le conseiller, la délinquance et la petite délinquance en principauté, grâce à nos institutions et à nos structures qui marchent très bien, est quand même extrêmement peu importante, mais il faut rester très vigilant, et je suis sûr, vous connaissant bien maintenant depuis de nombreuses années, que vous êtes sur le qui-vive pratiquement jour et nuit, si je puis dire. En tout cas, la DSP l'est. Exactement. Donc je crois que ce texte aujourd'hui qui nous est soumis, il est adapté, il est équilibré. Je ne ferai pas de remarques techniques particulières concernant les techniques de garde à vue, la qualification juridique de l'infraction, l'intervention des officiers de police, on en a parlé tout à l'heure, ou plutôt la purge des nullités voulue par certaines entités, où nous avons décidé, nous avons assumé. Nous avons assumé un texte équilibré qui, pour nous, est un élément de sécurité indispensable à la principauté, qui respecte, bien entendu, les libertés fondamentales. Je crois que personne ne peut douter de notre engagement à tous et chacun ce soir, élus, tous confondus, y compris majorité et ceux qui n'en font pas partie, de notre engagement personnel sur ces libertés fondamentales. Je dirais qu'on est arrivé à une sorte de cocktail sécurité-attractivité que nous assumons. C'est un parti pris de la majorité, c'est un parti pris du Conseil national nouvellement élu. Ce parti pris, ça n'est pas la sécurité
à tout prix, c'est effectivement une des spécificités de Monaco. Nous ne reviendrons pas là-dessus et nous serons toujours à vos côtés, aux côtés du gouvernement princier, y compris dans le cadre des équipements et des équipements budgétaires, Monsieur le Ministre, dans les discussions dans les mois qui viennent, tant sur le budget rectificatif que primitif. Vous nous trouverez toujours à vos côtés pour renforcer l'action de la sûreté publique sous votre autorité et sous la haute autorité de notre chef d'État. Donc ça, c'est un sujet absolument essentiel pour nous. Je voudrais également en dire un mot sur la mise en adéquation, vous en avez parlé, de ce texte avec les demandes de la Cour européenne des droits de l'homme, mais également de la jurisprudence de la Cour de cassation française, qui est un organe éminemment important pour nous et que nous suivons avec beaucoup d'attention. Également dire sans aucune polémique que nos prédécesseurs, ce texte n'a pas été adopté depuis maintenant près de 2 ans parce que nos prédécesseurs n'étaient philosophiquement, il faut le dire, absolument pas en accord avec nous et avec le gouvernement princier sur un certain nombre d'options sur ce texte, dans la mesure où ils souhaitaient, par des amendements substantiels qui avaient été proposés il y a maintenant près d'1 an, ils souhaitaient que l'on fasse, entre guillemets, un peu de zèle et qu'on aille plus loin que les dispositions de la Cour européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour de cassation. Nous avons tranché, nous assumons et nous avons travaillé, je pense, de façon constructive avec le gouvernement. Mais je voudrais également dire que la matière juridique, par définition, est évolutive. Nous en savons tous quelque chose et donc, en fonction de l'évolution de la Cour européenne des droits de l'homme et de très hautes juridictions comme la Cour de cassation ou les nôtres même, nous sommes effectivement à la disposition de nos compatriotes et de l'État, de la Principauté de Monaco, dont nous faisons partie pour effectivement nous engager à apporter des modifications nécessaires qui pourraient s'avérer, qui pourraient être proposées dans les mois ou les années qui viennent. Et pour terminer, je voudrais dire également à Monsieur le Ministre et à l'ensemble du gouvernement que nous nous sommes engagés dans notre projet politique à voter ces textes très rapidement. Nous avons tenu nos engagements, vous le voyez ce soir, dans un temps record, sans avoir bâclé ni l'analyse, ni la préparation de ces textes. Et ça veut dire, pour nous, c'est un élément extrêmement important, ça veut dire que nous n'avons qu'une parole, c'est notre parole politique, elle nous engage. Et je voudrais remercier ce soir l'ensemble de la majorité, l'ensemble des élus qui ont préparé ce texte, l'ensemble de tous les élus. Je ne sais pas si la minorité le votera ou pas, nous allons le découvrir dans les minutes qui viennent, puisqu'elle n'a pas souhaité, ce que je regrette d'ailleurs, elle n'a pas souhaité s'exprimer ce soir sur ses motivations ou non concernant ce texte, puisque vous avez participé à un certain nombre de réunions, mais pas à toutes, ce qui est parfaitement votre droit. Et je regrette effectivement que nous n'ayons pas plus d'éléments qui aient participé au débat dans le cadre de la préparation de ce projet de loi. Je vous remercie et sans plus attendre, je vais passer la parole à Monsieur le Secrétaire général qui va avoir la lourde tâche de lire les articles dont la quasi-totalité, sauf je crois un seul, ont été amendés par la Commission. Monsieur le Secrétaire général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Article 1er, texte amendé. L'article 60-1 du Code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes. Seule la personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement peut, pour les nécessités des investigations, être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire. La garde à vue est une mesure de contrainte qui emporte, pendant toute sa durée, le maintien de cette personne à la disposition de l'officier de police judiciaire. Je mets cet article 1er aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Cet article 1er est adopté. Article 2, amendement d'ajout. Est inséré, après l'article 60-1 du Code de procédure pénale, un article 60-1 bis rédigé comme suit. Lorsqu'il apparaît au cours d'une audition qu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne entendue a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement et qu'elle doit être maintenue pour les nécessités des investigations à la disposition d'un officier de police judiciaire, son placement en garde à vue doit lui être immédiatement notifié.
Je mets cet article 2 aux voix. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? L'article 2 est adopté. Article 3, texte amendé. L'article 60-2 du Code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes. La garde à vue est conduite conformément aux dispositions du présent titre sous le contrôle du procureur général ou du juge d'instruction lorsqu'une information est ouverte. Le procureur général ou le juge d'instruction informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le juge des libertés de la garde à vue. Le juge des libertés est un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de première instance qui peut établir un tableau de roulement à cet effet. Je mets cet article 3 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'article 3 est adopté. Article 4, texte amendé. L'article 60-3 du Code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes. L'officier de police judiciaire donne dans les meilleurs délais et par tout moyen connaissance au procureur général ou au juge d'instruction des motifs du placement en garde à vue et de la qualification juridique de l'infraction qu'il a notifiée à la personne gardée à vue en application de l'article 60-6. Le procureur général ou le juge d'instruction apprécie la nécessité et la proportionnalité de cette mesure et peut y mettre fin à tout moment. Le procureur général peut modifier l'appréciation de la qualification juridique de l'infraction. En ce cas, il en est donné connaissance à la personne intéressée selon la modalité de l'article 60-6. Certes, il en manque. Le procureur général ou le juge d'instruction peut à tout moment se rendre sur les lieux ou se faire présenter la personne gardée à vue. Je mets cet article 4 aux voix. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? L'article 4 est adopté. Article 5, texte amendé. L'article 60-4 du Code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes. La garde à vue doit être exécutée dans les conditions assurant le respect de la dignité de la personne. L'officier de police judiciaire doit veiller à la sécurité de la personne gardée à vue, notamment en s'assurant qu'elle ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Lorsqu'il est indispensable, à titre de mesure de sécurité ou pour les nécessités de l'enquête, de procéder à une fouille à corps intégrale d'une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée par un officier de police judiciaire de même sexe ou, en cas d'impossibilité, par un agent de police judiciaire de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. Lorsqu'il est indispensable, à titre de mesure de sécurité ou pour les nécessités de l'enquête, de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être décidées que par le procureur général ou le juge d'instruction désignant, pour ce faire, un médecin seul habilité à être requis à cet effet. Cette mesure doit être proportionnée au but poursuivi. Tout élément de preuve recueilli irrégulièrement ne pourra constituer l'unique fondement à une condamnation. La personne gardée à vue est en outre tenue de se soumettre à toute formalité d'identification et de vérification d'identité utile. Je mets cet article 5 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'article 5 est adopté. Article 6, texte amendé. L'article 60-9 du Code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes. La personne gardée à vue est informée qu'elle a le droit de ne faire aucune déclaration, mention en effet dans le procès-verbal. Elle est également informée que si elle renonce au droit mentionné au premier alinéa, toute déclaration faite au cours de la garde à vue pourra être utilisée comme élément de preuve. La personne gardée à vue a le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue. Toutefois, elle peut toujours renoncer à cette assistance de manière expresse, à la condition d'avoir été préalablement informée de son droit de ne faire aucune déclaration. Mention en est faite dans le procès-verbal. Si la personne gardée à vue n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être joint, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le président du tribunal de première instance sur la base d'un tableau de roulement établi par le bâtonnier de l'ordre des avocats défenseurs et avocats de Monaco. L'avocat est informé par l'officier de police judiciaire de la qualification juridique et des circonstances de l'infraction. Procès-verbal en est dressé par l'officier de police judiciaire et signé par l'avocat. Si l'avocat ne se présente pas dans un délai d'1 heure après avoir été avisé, l'officier de police judiciaire peut décider de débuter l'audition. Si l'avocat se présente après l'expiration de ce délai, alors qu'une audition est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 60-9 bis
et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 60-9 bis alinéa 2. Il incombe à l'officier de police judiciaire d'informer la personne gardée à vue du droit d'interrompre l'audition. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée. Je mets cet article 6 aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? L'article 6 est adopté. Article 7. Texte amendé. Sont insérés au Code de procédure pénale des articles 60-9 bis, 60-9 ter et 60-9 quater rédigés comme suit. Article 60-9 bis. Dès le début de la garde à vue, l'avocat peut s'entretenir avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien dont la durée ne peut excéder 1 heure. L'avocat peut assister la personne gardée à vue tout au long des auditions en vue de la manifestation de la vérité. Il peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qui l'assiste, ainsi que le procès-verbal établi en application de l'article 60-5 et se faire délivrer copie de celui-ci. En cas d'atteinte manifeste au bon déroulement de l'audition, l'officier de police peut à tout moment y mettre un terme. Il en avise le procureur général ou le juge d'instruction qui peut saisir, le cas échéant, le président du tribunal de première instance aux fins de désignation immédiate d'un nouvel avocat choisi ou commis d'office. Si la victime est confrontée à la personne gardée à vue, elle peut se faire assister d'un avocat désigné par elle-même ou d'office dans les conditions de l'article 60-9. Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, il ne peut être fait état auprès de quiconque des informations recueillies pendant la durée de la garde à vue. Le procès-verbal d'audition visé à l'article 60-11 mentionne la présence de l'avocat aux actes auxquels il assiste. Alors, je mets cet article. Vous devez continuer sur l'article 69 oui, ter et article 60-9 ter. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de 24 heures. Toutefois, cette mesure peut être prolongée par un nouveau délai de 24 heures. Dans ce cas, le procureur général ou le juge d'instruction doit recueillir l'approbation de la prolongation de la garde à vue par le juge des libertés en motivant sa demande en y joignant tout document utile. Le juge des libertés statue par ordonnance motivée immédiatement exécutoire et insusceptible d'appel après s'être fait présenter, s'il estime nécessaire, la personne gardée à vue. Sa décision doit être notifiée à la personne gardée à vue avant l'expiration des premières 24 heures du placement en garde à vue. Une nouvelle prolongation de 48 heures peut être autorisée dans les mêmes conditions lorsque les investigations concernent soit le blanchiment du produit d'une infraction prévu et réprimé par les articles 218 à 219 du Code pénal, soit une infraction à la législation sur les stupéfiants, soit les infractions contre la sûreté de l'État prévues et réprimées par les articles 50 à 71 du Code pénal, soit les actes de terrorisme prévus et réprimés par les articles 391-1 et 391-9 du Code pénal, ainsi que toute infraction à laquelle la loi déclare applicable le présent alinéa. Article 60-9 quater. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure. Je mets ce long article 7 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'article 7 est adopté. Article 8. Amendement d'ajout. L'article 60-10 du Code de procédure pénale est modifié comme suit. Les auditions de la personne placée en garde à vue effectuées dans les locaux de la Direction de la Sûreté publique font l'objet, à peine de nullité, d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement ne peut être consulté au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou de l'une des parties. Au terme d'une période de 5 ans, à compter de la date d'exécution de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'1 mois. Je mets cet article 8 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'article 8 est adopté. Article 9. Amendement d'ajout. L'article 60-11 du Code de procédure pénale est modifié comme suit. L'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal de fin de garde à vue, premièrement, la date et l'heure du début de la garde à vue et, le cas échéant, de son renouvellement. Deuxièmement, la date et l'heure auquel est intervenue la notification des droits prévus par le premier alinéa de l'article 60-5
et, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions de l'article 60-12. Troisièmement, la date et l'heure où la personne en garde à vue a fait usage des droits énoncés aux articles 60-6 à 60-9 et la suite réservée à ces demandes. Quatrièmement, la durée des auditions auxquelles elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces auditions, ainsi que les heures auxquelles elle a pu s'alimenter. Cinquièmement, la présence ou non de l'avocat. Sixièmement, les investigations corporelles internes auxquelles il a été procédé. Septièmement, la date et l'heure de sa remise en liberté ou de sa conduite devant le procureur général ou le juge d'instruction. Les mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus de signature, il est fait mention de ce refus et, le cas échéant, des motifs de celui-ci par l'officier de police judiciaire. Je mets cet article 9 également aux voix. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? L'article 9 est adopté. Article 10. Texte amendé. Sont insérés au Code de procédure pénale des articles 60-13 et 60-14 rédigés comme suit. Article 60-13. Le mineur de plus de 13 ans, à l'encontre duquel il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement, peut, pour les nécessités des investigations, être placé en garde à vue. Le mineur de moins de 13 ans ne peut être placé en garde à vue pour les nécessités des investigations que s'il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Article 60-14. Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit, dans les meilleurs délais et par tout moyen, informer de cette mesure ses représentants légaux, la personne ou les services auxquels est confié le mineur, ou, le cas échéant, l'administrateur ad hoc désigné lorsque la protection de ses intérêts n'est pas complètement assurée par son ou ses représentants légaux. La garde à vue s'exerce dans les conditions prévues aux articles 60-1 à 60-12 du présent Code. Néanmoins, aucune audition ne peut avoir lieu en l'absence de l'avocat. En outre, et pour les mineurs de moins de 13 ans, l'audition est conduite par un officier de police judiciaire sensibilisé à la protection des mineurs. La durée initiale de la garde à vue du mineur de moins de 13 ans ne peut excéder 12 heures, sauf en matière criminelle où elle peut être portée à 24 heures. Toutefois, la durée de cette mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de 12 heures, sauf en matière criminelle où celui-ci peut être porté à 24 heures. Dans tous les cas, la mesure de garde à vue est prolongée sur décision du juge des libertés qui en informe le juge tutélaire ainsi que les personnes visées au premier alinéa. Bien, je mets cet article 10 important. Je vous rappelle que cet article 10, j'ai une remarque d'abord sur l'article 60. L'article 60-14, il y a une faute d'orthographe. Protection de ses intérêts n'est pas complètement assurée et eux. Et ensuite, je vous rappelle que cet article 10 a été modifié ce jour, puisque le mot de l'audition est conduite par un officier de police judiciaire spécialisé dans la protection des mineurs a été remplacé par sensibilisé à la protection des mineurs. Donc je mets cet article 10 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Cet article 10, très important, est adopté. Article 11, texte amendé, est inséré au Code de procédure pénale un article 60-15 rédigé comme suit. Lorsque des raisons impérieuses tenant à la nécessité urgente d'écarter un danger qui menace la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ou à la nécessité de recueillir ou de conserver des preuves le justifient, le procureur général ou le juge d'instruction peut, par décision motivée, déroger aux dispositions des articles 60-9 et 60-9 bis. Aucune dérogation ne peut être prononcée du seul fait de la nature ou de la gravité de l'infraction. Cette mesure ne peut être que temporaire et proportionnelle au but poursuivi. Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations faites hors la présence d'un avocat. Je mets cet article 11 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'article 11 est adopté. Article 12, texte amendé. Le premier alinéa de l'article 399 du Code de procédure pénale est modifié comme suit. Toute personne arrêtée en état de délit flagrant est conduite immédiatement et au plus tard dans les 48 heures devant le procureur général qui l'interroge et, s'il y a lieu, la traduit devant le tribunal correctionnel soit sur le champ, soit à l'une des prochaines audiences, sans néanmoins pouvoir dépasser le délai de 2 jours francs,
Le tribunal est, au besoin, spécialement convoqué. Je mets cet article 12 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'article 12 est adopté. Article 13, amendement d'ajout. Est inséré à l'article 209 du Code de procédure pénale un 4e alinéa rédigé comme suit. La Cour d'appel peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par requête motivée du juge d'instruction, du procureur général, de l'inculpé ou de la partie civile. Je mets cet article 13 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? L'article 13 est également adopté. Article 14. Est ajouté à l'article 218 du Code de procédure pénale un second alinéa rédigé comme suit. Toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue définitive. Je mets l'article 14 aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Monsieur le secrétaire général, c'est presque fini. Article 15. Amendement d'ajout. L'article 409 du Code de procédure pénale est modifié comme suit. Le prévenu renvoyé de la poursuite ou condamné soit à l'amende, soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à la prévention subie, sera remis en liberté. Je mets cet article 15 et dernier aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Cet article 15 est donc adopté. Je vais mettre à présent l'ensemble de la loi telle qu'amendée aux voix. Je vous demanderai pour le secrétariat général de bien vouloir lever vos mains pour la comptabilisation et pour le procès-verbal. Donc, qui vote pour ce projet de loi? Monsieur Bernard Pasquier, Monsieur Grinda, Monsieur Boéry, Monsieur Crovetto, Madame Rossi, Monsieur Barry-Larraud, Madame Fresco, Monsieur Poyer, Madame Rougaignon-Vernin, Monsieur Cuqui, Monsieur Burini, Monsieur Ritt, Madame Lavagna, bien sûr, Monsieur Boisson, Monsieur Robineau, Monsieur Clérici, Monsieur Ficini, Monsieur Elena et moi-même. Je vous remercie beaucoup. Je remercie le public présent. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, je crois que le ministre veut nous dire un mot. Je vous en prie, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, merci de me donner la parole pour une très brève intervention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, le gouvernement se félicite que dans cette première session législative de la nouvelle législature, 2 textes très importants pour le pays aient été adoptés et dans une collaboration parfaite, je dirais, entre le Conseil national, le gouvernement et la direction des services judiciaires. Je tenais à le souligner en vous remerciant très sincèrement, Monsieur le Président, et Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame, Messieurs les conseillers de gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, chers compatriotes, chers téléspectateurs, donc l'ordre du jour étant épuisé, je vous donne rendez-vous, puisque c'est prévu par l'article 53 du règlement intérieur, le 1er octobre, sauf urgence, que je n'espère pas, le 1er octobre qui couronnera le début de la session d'automne pour nos futurs travaux. Je précise en séance publique, ne vous inquiétez pas, le Conseil national ne s'arrête pas. Merci.